Salut tout le monde. Alors, on va démarrer bientôt. Vous êtes déjà pas mal en ligne, je vois. On attend encore 2 minutes et on va lancer la session. Vous me dites juste, comme d'habitude, si vous avez un bon son, si l'image, normalement, devrait être au top, si l'image fonctionne bien. Apparemment, tout fonctionne. Il y en a certains que je connais déjà, d'autres pas du tout. Donc, je suis ravi de vous rencontrer. Avant de démarrer, du coup, je vous refais un topo sur le déroulé de la session. On va avoir 1 heure ensemble de webinaire. On divise en deux la session. Comme d'habitude, on a 30 minutes pour échanger sur la thématique du jour qui sera en lien avec le stress et 30 minutes après pour me partager ensemble. Du coup, je vais essayer de répondre au mieux à vos questions. Donc, si vous avez des questions, vous les posez directement en ligne sur le chat ou vous les posez sur la partie questions. Comme ça, j'interagis avec vous sur la deuxième mi-temps du webinaire. Je vous rappelle que vous avez des informations aussi qui sont directement en ligne sur le site de Focus, sur la page de Focus, sur la page Facebook et sur le groupe même de Facebook École de préparation mentale. Vous avez déjà normalement reçu le mail avec le super sketch note de Nathalie de la semaine dernière. Celui du jour devrait arriver aussi rapidement. Donc, je pense que vous l'aurez demain par mail ou demain sur la page du groupe. Voilà. Et puis, toujours, n'hésitez pas à interagir entre vous, à partager au maximum vos idées, vos questions, vos besoins et à nous interroger aussi via le site ou via la page de Facebook sur des besoins que vous avez, sur des questions qui vous taraudent. Quelle heure est-il? 18h03. Bon, on va pouvoir démarrer, je pense. Donc, c'est Marc qui sera avec moi ce soir, qui fera le modérateur, qui vous mettra en lien, comme d'hab, des outils, des compléments à ce que je pourrais vous dire des fois un peu trop vite ou un peu trop imprécisément. Il fera le complément, du coup, à tout ça. Bon, on y va. Je propose qu'on démarre tout de suite. Allez, on va travailler du coup ce soir sur le stress, qui est une thématique qui me tient évidemment très à cœur. C'est, je considère, la compétence fondamentale à travailler en préparation mentale. Pour le dire autrement, c'est la question sur laquelle 80-90% des sportifs viennent vous consulter ou viennent faire appel à vos services. C'est parce qu'ils sont en fait trop stressés en match, ils s'en rendent plus ou moins compte et ils espèrent que vous allez les aider à mieux jouer. Alors, ils ne le disent pas comme ça. Eux, ils vous disent qu'ils ont trop de pensées en match, qu'ils ont trop d'appréhension, que c'est des super joueurs d'entraînement, mais ce n'est pas des bons joueurs de match, qu'il y a un écart entre leur niveau, leur potentiel à l'entraînement et ce qu'ils font vraiment sur le terrain en compétition. Donc, ils ne savent pas expliquer le rapport de cause à effet et le lien qu'il y a avec le stress dans tout ça. Bon, moi, je vous le dis directement, le lien, enfin, la cause première et le facteur premier qui influence négativement la performance et l'automaticité du geste et la simplicité à jouer, c'est vraiment le stress, ou du moins les émotions négatives au sens large. Donc, quand vous savez gérer le stress chez les personnes, quand vous savez les accompagner et faire en sorte qu'ils augmentent leur propre gestion du stress, déjà, ils sont plus heureux dans leur quotidien, mais ils sont aussi plus performants dans leur démarche sportive ou même entrepreneuriale, artistique, tout ce que vous voulez. Ça marche un peu partout. Donc, il y a un protocole à respecter dans le travail de gestion du stress, qui est assez en place chez nous. On travaille beaucoup ça dans les formations en préparation mentale chez Focus, notamment au niveau expert. On vous propose tout le déroulé, vraiment toute la trame à suivre pour travailler la gestion du stress chez les sportifs. On va travailler ça un petit peu différemment ce soir. On va le travailler sur un mode beaucoup plus entraînement dans le sens du terrain, parce que j'ai fait le constat quasiment tout le temps avec tous les coachs avec qui j'ai travaillé et beaucoup de sportifs que
souvent les entraîneurs espéraient que les joueurs jouent tranquillement en match, ne soient pas stressés, en faisant appel soit à leur talent pur, soit à leur expertise ou leur expérience. Mais en fait, ça ne marche pas véritablement parce que pour travailler le stress, il faut d'abord être stressé à l'entraînement. Donc, une des grosses erreurs que font les entraîneurs, c'est qu'ils ne stressent pas les sportifs à l'entraînement, alors que tout passe un petit peu par là. Si vous voulez que vos joueurs réussissent à gérer la pression d'un événement sportif ou autre, il faut d'abord qu'ils réussissent à le faire à l'entraînement. Donc, pour ça, il faut les mettre en confrontation avec le stress. Il faut aller un peu les chercher et les stresser. Et nous, on fait la même chose au cabinet. Quand j'avais des patients qui avaient des problèmes de stress, je leur disais en cabinet, attention, je vais te serrer, je vais te stresser à telle et telle séance pour activer déjà leur niveau de stress et faire en sorte qu'ils comprennent que pour bien gérer le stress, il faut être stressé, le ressentir et se débrouiller avec ça du mieux possible. Donc, on va travailler ça ensemble sur ce soir. Je vous propose 5 astuces pour travailler le stress directement à l'entraînement. Et je pense que c'est 5 astuces qui peuvent marcher dans à peu près tous les contextes sportifs et tous les contextes de performance, donc que ce soit artistique, musical, théâtral, entrepreneurial, même dans le secteur de la santé, du soin, de l'éducation pour l'école et donc évidemment du sport. La première astuce que je vous donne, qui est en fait très très simple, qui est une petite astuce de manipulation, elle consiste à faire peur à vos jeunes ou moins jeunes sportifs. Je m'explique. Vous leur dites à la fin de l'entraînement que le prochain entraînement, ce sera très difficile. Vous leur dites, attention, la prochaine fois, tu seras en difficulté, je vais te mettre en difficulté, je vais aller te chercher, je vais un petit peu te stresser, je vais chercher à te faire peur et je vais voir comment tu réagis. Donc, vous amorcez, vous déclenchez chez eux tout de suite une hausse de la tension et de l'anticipation du stress. C'est un peu comme… alors les coachs font beaucoup ça pour l'aspect physique, comme quand vous dites à vos sportifs que vous allez faire une grosse séance de fond, une grosse séance physique la prochaine fois, naturellement, le corps anticipe la douleur et la difficulté dans le bout de l'effort, etc., à se dépasser. Et donc, on arrive à l'entraînement toujours un peu plus friable, un peu plus tendu, un peu plus stressé, parce que le corps a anticipé vraiment que ça allait faire mal. Eh bien, on fait la même chose pour l'aspect plus cognitif, plus émotionnel. Vous dites à vos gars, attention, prochaine séance, ça va être difficile, je vais te chercher, je vais te stresser un peu, te mettre en difficulté. Donc, vous laissez un peu de doute comme ça sur le qu'est-ce qui va faire mal ou qu'est-ce qui va être difficile. Ce sera à eux de trouver des solutions, d'anticiper, de sorte que, en termes de graduation, s'ils arrivent généralement avec un stress de 2 sur 10, je dirais, là, si vous les faites monter à 4, voire 5, on sera pas mal. Tout de suite, ils ont 3 points de stress en plus. Donc, ça va être à eux de se rendre compte de ce stress-là et de trouver des solutions pour s'en sortir et avoir moins peur ou en tous les cas bien gérer le stress dans l'entraînement. Et à la fin de l'entraînement, évidemment, vous allez les féliciter, leur dire qu'ils ont réussi, etc. Et vous allez renforcer un peu les efforts qu'ils ont fait. Mais le point de départ, c'est vous qui le mettez en place. C'est votre capacité un peu à faire les comédiens et à vendre du stress à l'entraînement à vos sportifs. Deuxième astuce qui demande un peu plus de matériel et de préparation, ce sera de travailler sur le jugement social. J'entends par là que vous allez faire en sorte de confronter vos élèves, vos sportifs, au regard des autres à l'entraînement. Ça, c'est un constat qu'on fait tous. Dès qu'on suit un sportif, il joue naturellement un match. Dès que les parents viennent, il ne sait plus jouer ou il panique. Si les parents viennent plus des copains, etc., là, ça finit en grand n'importe quoi. Parce que la présence de personnes qui le regardent augmente son sentiment de jugement social, sa peur du jugement social, et ça fait qu'il déjoue et que son stress fait qu'il n'arrive plus à jouer correctement. Donc, on va faire la même chose à l'entraînement. Vous allez essayer de créer du jugement social à l'entraînement
Pour ça, c'est pas très difficile. Il faut avoir un peu d'aide avec vous. Vous devez faire venir, si possible, des supporters. Vous devez faire venir des parents. Vous devez faire venir des gars que vous présentez comme des futurs recruteurs ou des potentiels agents, etc., etc. Vous jouez avec tout ça de façon à ce que les gamins ou les moins gamins aient l'impression d'être jugés et donc d'être mis comme ça, on va dire, d'être observés et donc de devoir bien jouer. Je fais souvent ça avec des joueurs, par exemple, même des pros, avec qui je travaille sur des séquences particulières. On va à un entraînement sur un terrain et en fait, je crée un peu d'inconfort avec de la musique, tout ça, des sons, des couleurs et tout. Et je joue aussi avec des supporters. Si je vois que des supporters autour passent et sont intéressés par ce qu'on fait, je les ramène avec moi, je vais les voir, je leur dis « Ah, venez, on fait une séance avec tel joueur » que vous connaissez sûrement. Et je leur demande de faire un peu de show et de montrer qu'ils sont présents, en fait. Et tout de suite, ce qui est marrant, c'est que des mecs qui jouent devant 50 000 personnes le samedi en match, là, ils sont beaucoup plus en panique de jouer devant 3-4 supporters fans du club. Donc, ça leur apprend comme ça à faire face tranquillement au regard des autres. Donc, il faut pas hésiter à aller chercher des gars et à créer un peu comme ça, un peu d'ambiance, à créer une petite situation de jugement. C'est facile à faire, ça coûte rien, c'est facile à faire ou plutôt facile à faire. Et vous allez voir, ça fait tout de suite augmenter le niveau de stress. Et la même chose, quand vous avez fait ça, on débrief après, on leur demande alors comment tu en es sorti. Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que c'était difficile? Et comment dirais-je, on essaye d'objectiver tout ça, on met des scores, c'était difficile à combien, entre 0 et 10, t'étais stressé à combien, etc., etc. Et on demande aussi, est-ce que c'est la pire situation que tu as vécue en termes de jugement social? Et comme ça, on compare, on essaye un peu de relativiser, de prendre du recul. Donc, vous pouvez créer ça à l'entraînement. Je vous dis, ce qui marche très bien chez les jeunes, c'est évidemment les parents et de potentiels recruteurs ou observateurs qui sont là pour faire des futurs champions. Et chez les adultes, ce qui marche bien, c'est les supporters un peu vraiment gaga du club ou vraiment des supporters ultra qui créent une proximité qui dérange beaucoup les sportifs, ou alors la présence des enfants. Dès qu'on fait venir, ça m'est arrivé avec des sportifs, notamment des pilotes moto beaucoup. Dès que je faisais venir les enfants sur la piste, les gars étaient en panique parce que ça activait plein de choses chez eux et que, alors ça jouait pas tellement sur le regard des autres, sur le jugement social, ça jouait plus sur la peur instinctive de se blesser en tant que parent, etc., du danger. C'est une bonne technique à manier avec des pincettes, il faut faire attention. C'était très efficace. Troisième astuce, qui est aussi, je trouve, facile à faire, qui demande un peu de créativité et de matériel, ça va être de changer l'environnement. J'étais très marqué quand j'ai vu un documentaire sur une chaîne française, Canal+, je dis la chaîne, qui fait des documentaires sportifs, je trouve, vraiment de super niveau et qui sont très psycho, très mental en général. Et il y avait quelques années un reportage sur un parcours de golf aux US où justement il montrait en quoi ce parcours était particulier avec toute l'ambiance des spectateurs, avec le brouhaha qu'ils faisaient, avec une ambiance vraiment particulière. Il y avait aussi un travail à faire sur le chaud et le froid parce que les gars passaient de l'extérieur qui était très chaud au froid, à la lumière, absence de lumière, avec les couloirs, etc. Il y avait tout ce jeu-là, en fait. Et je me suis rendu compte qu'en effet, le changement de climat, de température, de luminosité, d'ambiance sonore, musicale, de parfum, ça a joué énormément sur le stress des sportifs parce qu'ils devaient à chaque fois, alors ça, c'est pareil, c'est très instinctif, très animal, ils devaient à chaque fois s'adapter. Donc, leur corps, leur niveau de stress réagit sur le plan physiologique, somatique et cognitif lorsqu'ils ont vraiment à faire face à trop de changements environnementaux. Donc, il faut créer ça à l'entraînement. Il faut créer des changements de lumière, créer des changements de température, jouer avec les chauffages, avec les clims. Faites-les jouer avec un pull, avec 2 pulls, avec 3 pulls. Faites-les jouer avec des fois aucun pull, rien du tout. Jouez avec tous ces éléments-là qui sont liés à l'environnement, de sorte que leur cerveau est anticipé
des changements de météo, des changements de climat, de vent, des changements de luminosité, c'est très important aussi, des changements éventuellement d'odorat dans l'environnement, etc., etc. Jouez avec ça dans votre environnement, dans votre club, structure, salle ou votre terrain sportif. C'est vraiment super important. Ça augmente leur flexibilité mentale et ça augmente, comment dirais-je, le cerveau a vraiment le sentiment d'être prêt à tout, d'avoir anticipé tout ce qu'il peut avoir anticipé et ça le rend très fort et beaucoup moins sensible justement à l'imprévu et aux aléas de l'environnement et de la météo. Donc, c'est peut-être pas l'astuce la plus simple à faire, mais vraiment, je vous promets, c'est très intéressant de faire ça et ça a vraiment un fort impact sur la gestion de l'imprévu et du stress chez les sportifs. La quatrième astuce que j'aime beaucoup faire aussi, qui découle d'ailleurs en partie de ce documentaire-là, parce que le golfeur, à un moment donné, doit faire face à un problème de club. Il perd une partie de son club, truc qui n'arrive jamais. Sauf qu'on est en pleine compétition. Donc, il doit faire face et il recolle du coup la partie de son club manquante avec de la glu, truc improbable. Ce qui lui arrivait, je pense, une fois dans sa vie, mais ça se tombait très mal. Donc, jouer avec ça. Je pense aussi, par exemple, en patinage artistique, ce qui est arrivé à la patineuse française dans le couple de danse sur glace, là, quand elle a perdu une partie de son maillot et que du coup, elle s'est retrouvée vraiment quasiment un sein à l'air sur la piste en plein JO, elle a dû faire face à ça. Comme elle est très forte, elle a fait face, mais il vaut mieux l'anticiper. Alors, n'anticipe pas forcément ce genre de problème, mais anticiper en tous les cas des problèmes de matériel qui casse, anticiper d'avoir des ballons plus ou moins bien gonflés, anticiper des crevaisons, anticiper tout ce qui va être lié au matériel et qui va demander aux sportifs de à chaque fois s'adapter. Alors en fait, il s'adaptera et il acceptera encore mieux la situation si ça lui est déjà arrivé. Et ça sert à ça l'entraînement, encore une fois. Ça sert à tester des trucs improbables, à tester des imprévus, à tester des choses qu'on pense n'arriveront jamais, mais qui peuvent arriver le jour J. Et quand ça tombe sur les JO, c'est très embêtant. Quand c'est sur un match lambda, on fait face, on se débrouille, mais quand c'est sur un événement aussi rare et aussi intense que les JO, c'est quand même très problématique. Donc, pour travailler leur gestion du stress et leur capacité donc de résilience, entre guillemets, ou d'adaptation, de flexibilité mentale, eh bien, casser un peu leur matériel, faites les jeux avec le matériel du copain, changez-leur leurs crampons, mettez les crampons du voisin, changez de maillot, prêtez-leur une raquette qui est pourrie, jouez avec des balles sous-gonflées encore une fois ou surgonflées, travaillez un peu aussi la piste, etc., etc. Jouez avec tout le matériel qui pour vous, pour votre sport est important. Essayez un petit peu de le tronquer, de l'adapter et vous allez voir, ça a beaucoup d'effets, ça permet vraiment d'augmenter la flexibilité mentale. Voilà, Naïm donne le nom du documentaire, c'est celui-ci, c'est Le Trou du Diable sur Intérieur Sport à Canal+. C'est un petit bijou vraiment que j'adore re-regarder. Je m'en sers beaucoup pour différentes conférences ou même dans des références que je donne dans des bouquins. Dernier exercice, dernière astuce en préparation mentale pour travailler le stress à l'entraînement, alors qui sera un peu plus classique, et que finalement on ne fait pas toujours ou pas forcément avec les bonnes formes, c'est de mettre de la performance dans l'entraînement. Le gros problème qu'il y a entre l'entraînement et la compétition, c'est que les sportifs ont l'impression qu'il n'y a de l'enjeu que dans la compétition. Or, il peut y avoir de l'enjeu dans l'entraînement, mais c'est à vous de le mettre. C'est à vous d'aller chercher du défi, des paris, de la confrontation, des mises en situation, du challenge, de créer des objectifs de performance brute à l'entraînement,
sur des séquences de tir, de lancer, de penalty, de ce que vous voulez. C'est à vous de mettre ces petits éléments-là de performance pure à l'entraînement, de sorte qu'ils soient préparés à l'enjeu réel de la compétition. Et c'est vraiment ça va dépendre de votre capacité de créativité. Alors, je sais bien qu'on finit toujours par des matchs à l'entraînement. Il y a toujours la petite confrontation habituelle de faire un simple, un petit 1 contre 1 ou un jeu de tout ça, mais c'est pas suffisant. Il faut faire un peu plus que ça. Il faut aller chercher vraiment le défi, le challenge, mettre de l'engagement et comment dirais-je, de la recherche de résultats dans l'entraînement. Ça se joue vraiment sur ça. Et plus les gars seront habitués à faire face aux défis, au challenge, à la compétition, à l'entraînement, plus ils sauront faire face à la compétition, de la compétition. Mais c'est vraiment un travail, je vous dis, vraiment à faire en amont, à faire d'abord chez soi, à mettre en place avec des fois des petites astuces. Par exemple, je regardais les tennisman se préparer pour le tournoi de Monaco avant Roland-Garros. J'étais fasciné parce qu'en fait, les joueurs, entre eux, ils passent leur temps à se challenger. En fait. Ils passent leur temps à parier, à mettre 50 €, 100 €, si je gagne ci, si je perds ça, etc. Ils sont tout le temps dans le challenge et finalement très peu dans l'entraînement et dans la répétition de gamme. Des mecs comme Nadal sont très sur le classique, sur la répétition, la gamme, tout ça. D'autres mecs beaucoup plus challenge, comme le Suisse, alors pas Federer, mais l'autre, Wawrinka, adore ce genre de challenge. Tsonga aussi, il est vachement là-dessus. Voilà, ce sont des mecs qui recherchent comme ça un peu le pari. Ils font un peu du poker en fait. Vous savez, ils aiment bien miser et parier ouais, jouer au poker en fait à l'entraînement. Et plus vous êtes bon en poker, généralement, plus vous êtes bon en gestion du stress. Alors là, qui est la poule, qui est l'œuf, je ne sais pas. Parce que généralement, les joueurs de poker sont des mecs plutôt calmes et qui adorent le stress ou qui adorent travailler le stress. Mais voilà, donc si vous voulez travailler le stress de façon très pratique à l'entraînement, il faut vraiment augmenter votre niveau d'exigence de performance à l'entraînement. Il faut vraiment aller chercher des situations, chercher de la confrontation et chercher du résultat, en fait, tout simplement, dans la compétition. Donc voilà pour ces 5 astuces à travailler à l'entraînement. Elles vous demanderont d'être en lien forcément pour les préparateurs mentaux avec le staff technique. Vous ne pourrez pas faire ça toujours tout seul ou même rarement tout seul. C'est vraiment un travail de cohésion, de staff, d'équipe entre préparateurs physiques, mentaux et évidemment entraîneurs. Première astuce, c'est de leur faire peur, de lancer une petite phrase d'accroche à la fin de l'entraînement pour le prochain entraînement de « Attention, ça va être dur, attention, je vais vous stresser, attention, on va travailler un peu le défi et vous allez avoir peur ». Pour vraiment les faire monter comme ça en anticipation et en crainte du prochain entraînement. En laissant planer le suspense de qu'est-ce qu'on fera véritablement. Ça sera à eux de se faire des films tout seul. Deuxième astuce, qui est la plus, je pense, efficace pour des jeunes sportifs, mais qui est aussi la plus touchy, parce que c'est celle qui peut vite dérailler si vous allez trop fort avec eux. Donc, c'est de travailler le jugement social à l'entraînement. Donc, travailler la confrontation au regard des autres en amenant, du coup, des gens qui vont observer, qui vont être de potentiels juges sur le niveau et sur ce qui se passe à l'entraînement. Ça marche très bien, mais il faut faire attention, il y a des crescendo, parce que si vous allez tout de suite trop fort, les cas vont exploser, ça va finir en pleurs, etc. Et c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Mais il faut les confronter petit à petit au regard des autres. Troisième astuce, ça sera de changer l'environnement. Autant que faire se peut. Vous changez la lumière, je vous ai dit, vous changez la météo, la chaleur, le froid, etc. Vous jouez avec ça. Quatrième astuce, vous changez, vous cassez un peu leur routine de matériel trop en place. Donc, vous échangez les crampons des joueurs, vous les faites jouer avec la raquette du copain, vous changez de t-shirt, vous changez éventuellement la position de tel terrain ou de telle partie du terrain, etc. Et vous les déstabilisez avec ça. Juste, vous les mettez un petit peu en doute et vous allez chercher ce genre de distracteurs ou d'éléments perturbateurs
donc qui vont être source de stress et de panique. Alors, ce n'est pas des stress énormes, mais ça sera assez pour, en tous les cas, les faire s'habituer au stress. Et dernière et cinquième astuce, c'est de mettre de la performance dans l'entraînement, de ne pas être dans un entraînement qui soit trop plan-plan, trop pour s'amuser ou trop pour répéter des gammes ou faire du technique, mais qui doit aussi amener un petit peu de défi, un petit peu de fight, un petit peu de challenge, de sorte que plus ils sont rodés à la compétition dans l'entraînement, au challenge, plus ils sont rodés après à la compétition le jour J et ils iront avec la confiance et le sentiment d'avoir déjà bien travaillé ça à l'entraînement et que certes, c'est pas tout à fait un match, n'est pas tout à fait un entraînement, mais en étant fin psychologiquement, fin mentalement, on peut s'en approcher. Donc voilà pour les 5 astuces du soir pour travailler le stress à l'entraînement. J'ai essayé d'être le plus simple possible pour vous, le plus en même temps le plus précis. Je vais vous laisser la parole pendant la prochaine demi-heure. Si je n'étais pas assez précis, vous me dites et je fais des compléments. Et si d'autres personnes ont des idées, même chose, on en parle ensemble tout de suite. Alors, Nicolas Breton me demande, intégrer un stress supplémentaire à l'entraînement ne peut-il pas augmenter le risque de blessure, d'autant plus sur une séance éprouvante physiquement, voire mentalement? Faut-il prioriser l'intégration de stress sur des séances faciles et normales? Alors, je vais essayer de te répondre précisément et à la fois, ça va dépendre de plein de choses. Concrètement, j'ai déjà dit, j'ai bossé pour plusieurs clubs, plusieurs structures à différents niveaux. Pour des jeunes qui sont dans une pratique loisir, je dirais qu'il faut viser à peu près une séance par mois, tous les 2 mois, qui sera une séance stressante. Vous dites ce que je vous ai dit là, vous préparez vos joueurs à attention, mardi, ça va être la séance stress du mois. On va travailler le stress mardi de façon intensive. Comme ça, ils sont prévenus. Ça va être la séance mentale, la séance stress particulière. Pour des jeunes qui sont en filière d'accès au haut niveau, style centre de formation, Krebs, Paul, tout ça, pour moi, ça quand même augmenté à une séance tous les 15 jours, voire toutes les semaines. Parce qu'ils ont entraînement des fois 2 fois par jour et que chez ces sportifs-là, l'accession au haut niveau se joue en grande partie sur le stress, dans le sens de ce sont les joueurs qui gèrent mieux leurs émotions, qui gèrent mieux le stress, qui réussissent à passer au top niveau. Et ce n'est pas forcément les plus doués sur le plan technique ou tactique, c'est ceux qui sont les plus conforts, les plus stables psychologiquement et sur le plan émotionnel. Après, sur des sportifs pros où l'entraînement est déjà très stressant, il faut le faire vraiment au goutte à goutte. Il faut que ce soit vraiment encadré avec le staff et bien s'entendre sur les facteurs de stress sur lesquels vous allez appuyer pour en effet veiller à ce que ça ne soit pas forcément trop fatigant. Mais après, un risque de blessure, pour moi, il y a plus de risque de blessure à ne pas travailler le stress parce que du coup, on se blesse plus facilement dans les moments de gros stress comme les matchs, plutôt que de faire de l'anticipation et de travailler ça comme une compétence véritablement qui, quand je la maîtrise, du coup, je suis beaucoup plus relax et j'ai moins de chances de me blesser. Donc, je vois ça plutôt à l'inverse, Nicolas. Cyril Mayol me demande, changer l'environnement et changer les horaires d'entraînement, est-ce assez stressant? Ouais. C'est pas mal, changer l'environnement. Donc, le lieu où tu pratiques l'entraînement, c'est une très bonne chose. Et il y a un truc qui peut être cool à faire aussi, mais qui demande un peu d'organisation, c'est de changer les horaires et de décaler totalement. Donc, de décaler les séances au matin très tôt ou au soir très tôt et de s'adapter à ça. Parce que, par exemple, moi qui suis beaucoup de pros, je suis toujours surpris de les voir, en fait, que les pros, ils jouent à 14h, à 16h, des fois à 20h, des fois, maxi 21h. Tu te dis, mais les mecs, ils doivent préparer un match. En fait, ça n'a rien à voir parce qu'ils doivent être prêts énergétiquement, prêts par rapport à la récupération, au sommeil, à la nourriture, etc. Alors que quand tu joues à 14h et à 22h, c'est pas la même chose. Et ton chronotype
n'est pas fait pour jouer à toutes les heures. Il est fait pour jouer à 14 heures ou des fois à 20 heures, ça dépend de quel type tu es. Mais donc, il faut en effet les entraîner à ça et les préparer à cette possibilité-là qu'ils devront s'entraîner des fois à des horaires qui ne leur plaisent pas, qui pour eux sont difficiles, qui sont contre-naturels et qu'ils auront aussi des matchs des fois à jouer à des horaires contre-naturels. Et ça, c'est une très bonne aussi dynamique parce que souvent en compétition, il y a du retard. Et on démarre une demi-heure, une heure en retard. Ça stresse tout le monde parce qu'on a une demi-heure ou une heure à ne rien faire, à pas savoir comment combler le temps. Donc, on passe son temps sur son téléphone ou à tchatcher, machin, etc. On perd beaucoup d'énergie d'un flux nerveux. Et bien, là, c'est pareil. Tu peux très bien leur dire, on commence à 11 heures et en fait, nous, vous commencez à midi. Donc, ils ont une heure à poireauter. Et on voit comment est-ce qu'ils poireautent. Tu vois comment est-ce qu'ils poireautent intelligemment, de façon structurée, s'ils se reposent, s'ils s'activent, etc. C'est une très bonne, en effet, très bonne astuce, Cyril, pour stresser un peu les joueurs aussi. C'est leur apprendre à faire face à l'imprévu temporel et au retard éventuel de l'organisation des arbitres ou de je ne sais quoi. Très, très bonne chose. Ah, il y a beaucoup de questions sur l'onglet questions. Je regarde ça. Donc, on va commencer par le début. Corinne Folono qui me demande, faut-il avoir obligatoirement effectué le travail préparatoire, méditation et autres entraînements à la concentration avant de les confronter à ces exercices ou bien peut-on amener ces exercices sans préparation? Tels que je vous les ai proposés là, ce sont des astuces qui pour moi sont des astuces aussi bien d'entraîneur que de préparateur mental. Donc vous pouvez très bien les mettre en place pour des joueurs qui ne font aucun travail de suivi individuel, avec un préparateur mental ou un coach ou un psychologue du sport, parce que ce sont vraiment des éléments de confrontation au terrain et ça va travailler leur habileté, leur flexibilité mentale et leur capacité d'adaptation au stress, à l'imprévu, tout ça. Donc, ça peut se travailler sans avoir fait forcément de travail de préparation mentale en amont. Si c'est fait, c'est mieux parce qu'ils sauront plus vite s'adapter, ils auront de meilleurs résultats. Mais si c'est pas fait, c'est pas grave. On répète, on répète, on répète et ils vont tranquillement, avec le temps, s'améliorer et progresser. Donc, Déborah Laroche fait un complément sur le patinage. Nous dit que le problème, c'est qu'on a des pénalités pour un lacet qui lâche ou le fameux problème de tenue. C'est surtout ces pénalités qui déclenchent le stress. Je leur conseille de tout vérifier avant la compétition, mais ça crée du stress. Je te conseillerais en effet d'aller encore plus loin que ça, d'éventuellement tester des oublis, de mettre un protocole écrit avec eux comme une sorte de routine de préparation de sac avec tout ce qu'il faut cocher comme élément, etc., de tenue. Voire éventuellement à l'entraînement de faire en sorte que des fois un lacet craque volontairement ou qu'ils perdent un bout de tenue ou que je ne sais quoi, pour vraiment leur apprendre à faire face à ça. Alors, c'est pas très drôle comme séance, mais ce sont des bonnes techniques pour, encore une fois, apprendre à faire face à l'imprévu. Alors, Thibaut Blind, je ne sais pas comment on le prononce en allemand, en français, en anglais, qui me dit, première question, quand on est très exigeant durant l'entraînement personnel, en se fixant des gros objectifs, comment pallier au stress de challenge la peur de ne pas réussir cet objectif difficilement réalisable? Alors en fait, là, pour le coup, il faudrait l'appui d'un préparateur mental. Il faudrait que l'on te montre qu'en fait, même dans un défi, même dans un objectif de résultat que l'on vient créer à l'entraînement, il faut que le sportif sache comment se concentrer sur de la tâche. Donc, il faut qu'il sache comment réussir à ne pas penser au résultat, mais comment il peut réussir à ne penser qu'au processus.
pas si je suis très clair. Et ça, c'est un vrai travail de préparation mentale et de longue haleine. C'est un long travail de pédagogie. Donc, il faut le répéter, répéter, répéter aux sportifs. Et en fait, ton travail, si tu es entraîneur, c'est de mettre en place, on va dire, les consignes, les objectifs, et donc de les faire un peu stresser. Et si tu vois qu'ils sont en échec, d'amener des réponses, des solutions pour qu'ils ne pensent pas qu'au résultat. Parce que justement, on vient manipuler un petit peu la situation pour créer une situation qui soit comparable, voire similaire à la compétition. La compétition, ce qui fait dérailler les gars, c'est que leur cerveau ne pense qu'au résultat. Or, ils doivent se concentrer sur la tâche et sur le processus. On vient faire ça à l'entraînement avec le même principe, sur des exos plus courts, sans qu'il y ait à la fin un Roland-Garros à gagner ou un titre de champion du monde, mais on va mettre en place le même processus. Et c'est un travail vraiment de pédagogie et de, de mise en place de consignes et d'aide à la concentration et à l'attention posée sur des choses positives et constructives. Thibaut qui me demande toujours, y a-t-il une limite au stress positif? Par exemple, le stress positif trop utilisé peut se transformer en stress négatif. Alors là, on va faire un grand débat de théoriciens. En psychologie, préparation mentale, on considère qu'il n'y a pas de stress positif, que le stress est toujours négatif parce que les conséquences du stress sont toujours négatives. Elles te suractivent physiquement, physiologiquement, et elles te suractivent aussi au niveau cognitif. Ça peut amener un élan de dopamine, un élan comme ça d'agitation, d'excitation pour la compétition, mais ça va être quand même en grande partie où ça sera toujours plus handicapant que ça ne sera positif. Donc, si on part en chiffres, ce que je préfère, plutôt que de dire bon ou mauvais stress, 0, c'est qu'il n'y a aucun stress. 10, s'il y a un stress qui est handicapant, limite, je n'arrive plus à respirer, je m'étouffe et j'ai juste envie d'arrêter et je tombe par terre, je m'évanouis. Donc, 0, on n'arrivera jamais à ce niveau-là en compétition. La compétition est forcément stressante. Il y a forcément du stress, de l'imprévu en compétition. Donc, tous les sportifs stressent, même les mecs qui sont hyper zen, hyper calmes, hyper expérimentés, hyper rodés. Il n'y a qu'à voir les tennisman en finale de Grand Chelem. Ils ont beau avoir 38 ans, 40 ans et avoir gagné déjà 25 Grand Chelem, ils stressent. Parce qu'il y a trop d'enjeux. Il y a trop d'enjeux, il y a trop de pression, il y a toutes ces caméras, il y a tout cet argent à gagner, il y a tous ces mecs dans les tribunes, putain de temps. Il y a tout ça, il y a plein d'imprévus, plein de possibilités. Souvent, en plus, ils jouent blessés, donc ils ont peur de se faire encore plus mal. Bref, tout ça fait que on ne peut pas arriver dans une compétition, même à un petit niveau, à un stress de 0. C'est quasi impossible. Donc, il faut viser un niveau de stress, je dirais, réalisable et plutôt acceptable, qui sera entre 1 et 3. Entre 3, 4, 5, 6, c'est beaucoup trop. Ça va être lié souvent à des sports aussi dangereux. Des sports où il y a beaucoup de risques de se blesser, voire de se faire très très mal, voire de mourir. Et aussi, ça correspond généralement beaucoup au sport où on juge des éléments très esthétiques, artistiques, et on juge les erreurs plutôt que les réussites. En foot, on va juger le nombre de buts marqués. En gym, on juge les erreurs. Et du coup, on vous enlève des points. Voilà, c'est ce système-là qui fait que du coup, ça augmente le niveau de stress et le niveau d'anticipation anxieuse de la situation. Donc, le bon stress, il serait entre 1 et 3. Maintenant, un sportif qui est entre 1 et 3, c'est un sportif qui a vu des très bons préparateurs mentaux, qui a fait un vrai travail de fond en préparation mentale, de connaissance de soi et de gestion de ses émotions. Classiquement, ce qu'on rencontre plutôt, nous, en préparation mentale, au tout début des séances, en tous les cas, c'est des sportifs qui stressent plus, qui sont entre 4 et 7 de stress et qui peuvent monter à 8, 9 sur des grosses échéances sportives, des gros événements. Donc, il n'y a pas forcément de bon stress, il y a juste un niveau de stress qui te correspond par rapport à ce dont tu as besoin, selon qui tu es toi en tant que personne et par rapport à l'enjeu de la situation. Thibaut.
Vous avez plein de questions, vous êtes hyper créatifs ce soir, incroyable. Alors, Greg Cri de Loz qui me dit « Le rapport à l'échec est souvent vecteur de stress. Peut-on les mettre en échec sur un entraînement ?» Mais of course, c'est obligatoire, Greg. Il faut absolument que tu mettes tes joueurs en échec. C'est fondamental. Il n'y a pas de… Le problème, c'est souvent ça qu'on rencontre en psycho, en préparation mentale, c'est que les petits génies qui réussissent tout, qui ne se trompent jamais, qui n'échouent jamais, le jour où ils échouent, ils s'écroulent parce qu'ils ne sont pas habitués à perdre. Ils ne sont pas habitués à échouer. Donc, il faut leur apprendre tranquillement, non pas à échouer, je déteste ces termes d'échec versus réussite, mais il faut leur apprendre à ne pas être dans la réussite totale, il faut leur apprendre à ne pas réussir tout de suite ce qu'ils aimeraient faire, à ne pas être doué partout, etc. Il faut leur apprendre ça. Donc, il faut en effet les mettre en difficulté, il faut aller les chercher, il faut les mettre un peu vénères, il faut qu'ils soient en colère de ne pas réussir, de ne pas avoir fait ce qu'ils voulaient faire pour qu'ils acceptent la situation, qu'ils fassent des efforts, soit dans un vrai travail pour le coup de goût de l'effort et d'humilité et de progression. Donc oui, le rapport à l'échec et la mise en échec est fondamentale pour apprendre à gérer le stress, vraiment. Nicolas Breton me pose une question par rapport à l'arbitrage, mais je ne suis pas sûr de comprendre la question. S'il a une question par rapport au vélo, au sport cyclique individuel, comment travailler le jugement social? Alors, tu vas le faire différemment. Si tu es en incapacité de travailler le jugement social parce que ton sport fait que c'est compliqué, en effet, sur un vélo, il n'y a pas forcément des gens autour qui vont s'arrêter et qui vont pouvoir t'observer, tu vas le créer autrement. Tu vas utiliser le théâtre, tu vas utiliser la danse, tu vas utiliser la prise de parole en public, tu vas utiliser la poésie, les récitations, ce que tu veux. Tu vas faire en sorte que ton gars, tes cyclistes, soient en situation de jugement social dans différents contextes, artistiques, culturels, sportifs, ce que tu veux. Tu les mets en confrontation d'avoir des gens devant eux qui vont les juger, où ils doivent prendre la parole et réaliser quelque chose. Et tout de suite, tu leur apprends à faire face au jugement social avec ça. Donc là, on sort un peu du contexte sportif pour après y revenir. Mais il faut que tu sois un peu plus stratège, un peu plus créatif pour aller prendre dans d'autres disciplines et d'autres formes d'art ou de loisirs ou de sport des éléments de jugement social. Alors, je navigue entre le chat et les questions. Déborah Laroche me demande que faire quand une patineuse se met le stress toute seule et sans arrêt, sans réussir à les surmonter, surtout en compétition. Alors, Déborah, si c'est ta patineuse que tu es la coach, je vais prendre des pincettes, mais pas trop non plus. Je vais te dire que tu lui mets un peu de stress sans t'en rendre compte et que le stress ne vient jamais que de soi. Hein. Le stress, il est toujours environnemental, social, contextuel. Donc, le stress que ta patineuse se met, certes, il dépend beaucoup d'elle, parce que sûrement qu'elle est extrêmement perfectionniste, qu'elle vise toujours très haut, qu'elle a un rapport à l'échec et à la réussite qui est un peu dichotomique ou un peu caricatural. Sûrement aussi qu'elle ne pense que médaille au podium ou je ne sais quoi. Donc ça l'a fait stresser. Sûrement aussi qu'elle a un profil à cogiter énormément, donc à beaucoup anticiper les choses, à beaucoup réfléchir, à cogiter, etc. Donc ça augmente le stress. Mais sûrement aussi que son environnement, direct et indirect, fait qu'elle stresse. En patinage, vraiment, il y a un stress de fou avant chaque passage, c'est horrible. Mais ça fait un peu partie du sport, je dirais. Mais il y a aussi un stress que les parents transmettent, que les entraîneurs transmettent, que la fédération transmet, que le club transmet, etc., etc. Donc,
qu'il y a tout ça. Donc, il faut prendre en compte tous ces facteurs-là, tous ces paramètres de stress et te dire qu'une jeune fille, même si en effet elle a un profil très anxieuse, ce n'est pas que de sa faute ou que elle qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est tout l'environnement, tout le contexte, tout l'aspect bio-psycho-social du stress. Donc, si elle stresse trop, je te dirais, envoie-la vers un préparateur mental. Vraiment, c'est l'option la plus simple et sûrement la plus efficace. Et si tu es entraîneur, forme-toi aussi, toi, un peu en préparation mentale pour avoir des outils pour justement mieux accompagner tes sportives et tes sportifs dans la gestion de leurs émotions parce que vraiment, 60% du travail devrait être fait à l'entraînement. En fait, nous, on vient compléter, on vient réguler, on vient affiner un peu ou poser les bases du travail psycho-mental, mais une grande partie, vous l'avez vu, j'ai mis 5 astuces. Ces 5-là, elles sont faisables directement à l'entraînement. Donc, c'est un travail véritablement d'entraîneur. C'est un choix stratégique, pédagogique, éducatif que les entraîneurs doivent faire en se concentrant certes sur l'aspect technico-tactique et physique, mais aussi mental dans des variables comme le stress. Arnaud Di Fresco me demande, est-ce que le fait de trop les orienter sur des défis ou des challenges ne risque pas de les orienter sur l'ego et sur la peur des résultats de la comparaison avec les autres? Si, c'est le risque que tu prends si tu ne leur permets pas de comprendre et comment se concentrer sur de la tâche. Encore une fois, une compétition, le but, c'est de gagner. Et si tu veux gagner, il faut que tu passes 90 minutes, 80 minutes ou 1 minute 30 à te concentrer sur de la tâche à chaque fois. Et ça, c'est ton travail de préparateur mental. On doit mettre en place des situations, essayer de faire en sorte que les gamins ou les moins gamins comprennent que pour gagner, il faut ne pas penser à la gagne, il faut penser à comment je vais gagner. Voilà, structurer le raisonnement et amener l'attention sur du processus. Et ça, c'est un travail que tu dois faire, que peut faire un entraîneur, ce qui, je pense, ne sera pas trop écouté parce que l'entraîneur a un rapport à ça qui, à mon avis, est trop compétitif et ça ne marchera pas, alors qu'un préparateur mental sera plus écouté et sera plus facilement compris par les sportifs. Éric Loget, pendant cette période de pandémie, une alternative pour le logement social? Alors oui, c'est très facile, Éric. Tu proposes à tes enfants, si tu en as, des amis, de faire un spectacle le soir et vous faites du théâtre à la maison. Tu leur proposes de réciter un poème tranquillement. Tu proposes de réciter un poème face à la caméra. Et tu verras que cette petite caméra, en fait, elle va te perturber, elle va te faire perdre tes moyens. Parce que tu as un jugement social d'une machine devant toi et que si tu y prêtes trop attention, tu perds ton contrôle et tes moyens. Tu peux diffuser ta vidéo où tu articules plus ou moins bien devant la caméra sur les réseaux sociaux et voir l'impact que ça a. Tu te confrontes comme ça au jugement social. Tu peux t'amuser à chanter, etc. Bref, c'est illimité. Les situations de jugement social, elles sont énormes, elles sont répétitives tout le temps. On est tout le temps jugé, tout le temps regardé, tout le temps confronté au regard des autres. C'est sans fin, vraiment. Donc, même s'il y a le Covid, et même si on est bloqué à 18h, ou à peu près, il y a plein de possibilités. C'est à vous à vous sortir un peu de vos zones de confort et à trouver des astuces. Par exemple, tu peux très bien t'amuser à faire des exposés en français, en anglais, en différentes langues. Tu peux les faire avec un nez rouge, tu peux les faire avec une perruque, etc. Bref, tout ça, tout est possible.
Alors, Vincent Dumas me demande, lorsque tu as mis les sportifs en situation de stress à l'entraînement, tu les laisses gérer seuls dans un premier temps, puis tu débriefes et après, dans un second temps, tu mets en place des techniques. Oui, oui. Alors, en fait, voilà, je l'ai peut-être pas assez dit, mais pour moi, véritablement, tout travail de préparation mentale fait par un entraîneur ou par un préparateur mental, c'est quand même sur une longue temporalité. Je me place tout le temps sur une saison. Donc, quand je vous dis de faire ces 5 résultats à l'entraînement, c'est pas en one shot, c'est en plusieurs shots. Vous faites ça, je vous ai dit, une séance par mois, tous les 15 jours, vous répétez tout ça. Au départ, vous les laissez un peu se débrouiller et paniquer et être en échec. Et plus on avance, plus ils vont comprendre, plus vous allez les appuyer, vous allez les guider, plus vous allez être conciliant avec eux et plus vous allez les aider comme ça à progresser. Il faut vraiment être dans une stratégie de long terme. Apprendre à gérer le stress, ça prend 10 ans en fait. Ça prend 10 ans, voire plus des fois. Tu demandes par exemple à des mecs qui font du théâtre ou des comédiens, ils te diront que même à 50 ans, un comédien, il monte sur scène, il stresse encore. Il a le trac, comme il dit. Parce que la situation de jouer sur scène devant 500 personnes, c'est pas normal. Personne ne fait ça dans la jungle ou dans la nature. Ça n'existe pas en fait. Prendre la parole devant autant de gens, jouer un match de foot devant 50 000 personnes, ce n'est pas normal. Donc il y a forcément du stress. Et même quand tu es hyper habitué, hyper rodé à ça, tu stresseras toujours un peu. Mais il faut quand même s'améliorer, enfin, progresser et accélérer, je dirais, l'expérience que tu peux avoir et accélérer ton niveau d'expertise. En fait, il faut aller vraiment chercher l'expertise et la créer, la provoquer. Donc, on sert à ça. Donc, en effet, quand tu mets des situations comme ça que je vous ai présentées là ce soir, il faut vous projeter sur du long terme ou au moins du moyen terme sur une saison et vous dire que ça, on avance par étapes, step by step, by step by step, on avance et à chaque fois, on aide les sportifs à progresser. Et tu avais une deuxième question, je crois, Nicolas, Vincent, pardon. Utilises-tu souvent l'imagerie mentale pour gérer le stress avec des adolescents? Alors, j'utilise plutôt, pour ceux qui me connaissent, la méditation comme un travail de structuration de fond des profils psychologiques et notamment des compétences émotionnelles. L'imagerie mentale, je m'en sers plus pour travailler la préparation des compétitions. J'entends par là, je vais m'en servir pour travailler la visualisation de où tu vas jouer samedi, à quelle heure, comment sera le stade, avec qui, quel parfum il y aura dans l'environnement, quelle température il fera, quelle couleur tu verras, et tu vas prendre quel bus pour aller où, tu vas y aller en train, en avion, etc. Je cherche visuellement à travailler ça pour que le cerveau ait anticipé au maximum la compétition et ce qui va s'y dérouler. Et pour les très, 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 très grands sportifs que je fais de l'imagerie aussi pour ce genre de situation, vraiment dans le match, où on va, par exemple, anticiper telle action face à tel joueur, parce qu'on sait qu'il joue comme ci, qu'il a un contre qui est comme ça, et on va anticiper tel dribble, tel débordement, telle situation, telle tactique, tout ça. Donc, je peux faire ça aussi pour gérer le stress, ce qui est très en lien. Mais là, c'est vraiment à un niveau au-dessus. C'est vraiment pour des joueurs qui sont, pour moi, déjà très bons en préparation mentale, qui ont fait un gros travail de fond avec quelqu'un, un préparateur mental, un coach ou je ne sais qui. Et là, on va affiner tout ça, on va amener un peu du détail dans leur préparation et dans leur gestion des matchs. Mais là, on est à un niveau pas mal quand même. Alors, Nicolas Breton revient sur sa question. Alors, je vous la lis. Dans le cas de l'entraînement d'un arbitre de football ou de sport co, de quelle manière peut-on intégrer du stress à l'entraînement afin de se rapprocher du stress vécu lors des compétitions match? Alors, il faut d'abord que tu trouves, Nicolas, quel facteur stresse ton arbitre. Est-ce que c'est le jugement social? Est-ce que c'est le manque de contrôle sur les événements? Est-ce que c'est son besoin de perfectionnisme ultra avancé? Est-ce que c'est quelqu'un qui a peur de se blesser, qui a peur de... Voilà. Trouve, entre guillemets, ses peurs, tu les affines
Et de là, tu vas pouvoir les travailler à l'entraînement. Tu ne vas pas pouvoir créer de situations d'arbitrage à l'entraînement similaires exactement au match. Par contre, tu vas pouvoir travailler sur ses propres peurs personnelles et travailler ça, du coup, soit in vivo sur le terrain, soit dans des situations un peu plus cabinet ou d'entretien avec lui. Et je vais prendre une dernière question, si ça vous va. Le temps file très vite. J'ai l'impression de parler en continu. Et donc, Greg Cridelos qui me dit, en sport collectif, peut-être les faire jouer à des postes différents sur l'entraînement. Oui, oui, absolument. Il ne faut pas hésiter à les faire tourner, à mettre des situations qu'ils ne maîtrisent pas, même à leur mettre des entraîneurs qu'ils ne connaissent pas. On peut s'amuser, il faut être assez créatif et plus ils ont intégré de choses et plus ils sont compétents. J'ai croisé aussi des entraîneurs qui étaient très sympas, qui faisaient faire d'autres sports à leurs sportifs, qui faisaient faire de la danse, du théâtre, je vous ai dit, qui faisaient faire du badminton, machin, pour que les gars aient beaucoup plus d'habileté développée sur le plan technique pur, aussi sur le plan évidemment psycho-mental. Et plus vous allez aider vos sportifs à, entre guillemets, à se nourrir de choses, de culture, d'art, de technicité, de confrontation aux autres, plus vous allez vraiment nourrir leur cerveau qui a besoin de couleurs, de plein de choses, plus ils seront compétents et donc plus ils vont bien gérer le stress. Et ça peut jouer aussi sur l'environnement dans le fait de beaucoup voyager, beaucoup bouger, avoir différents lieux d'entraînement, d'avoir des partenaires qui parlent plusieurs langues, de tout ça. Ce sont des situations où à chaque fois, on doit un petit peu se réadapter à l'entraînement, à l'environnement dans lequel on se situe. Et chaque fois que le cerveau fait un effort d'adaptation, eh bien, à chaque fois, on augmente ses habiletés d'intelligence sociale, situationnelle, et on le rend beaucoup plus compétent avec l'expertise et la répétition des nouveautés et des changements. Voilà pour moi. Bon, c'est encore passé beaucoup trop vite. J'espère avoir répondu au maximum de questions. On refera d'autres webinaires sur le stress, parce que c'est vraiment une thématique sur laquelle moi je travaille beaucoup, qui je sais intéresse beaucoup les sportifs aussi, les entraîneurs. Donc on en reparlera peut-être différemment dans des versions un peu plus cliniques ou un peu plus, on va dire, cabinet, préparation mentale, dans un travail de protocole. Si vous avez aussi, par contre, vous, des attentes de webinaires ou de questions particulières, n'hésitez pas à en parler à Marc ou à mettre des liens sur la page Facebook et sur les réseaux. Comme ça, on pourra vous proposer directement des sujets en lien avec vos attentes. Sinon, je vous dis merci beaucoup. On va publier très vite des documents et des extraits des bouquins que l'on sort dans quelques semaines et j'ai grand hâte de sortir ces bouquins avec le team de Focus. On vous mettra du coup des extraits, des partages, tout ça assez sympa. Vous aurez, je vous redis, le sketch note de Nathalie qui va arriver normalement demain. Et moi, je vous dis très bonne soirée à tous et à très bientôt.